Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre studio pour notre 28e séquence IT Box. On va s'intéresser aujourd'hui aux attaques DOS et DDoS, comment les comprendre et les anticiper car ces attaques par déni de services distribués constituent une véritable menace pour toute organisation disposant d'un système d'information connecté à Internet. On va évoquer quelles sont les solutions qui permettent d'anticiper cette menace et on va faire le point avec Damien Van de Kerkhove. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes informaticien chez Onerix du groupe Black Sheep Tribes. Alors d'abord, ces attaques DOS et DDoS, c'est quoi? Expliquez-nous concrètement, ça veut dire quoi? Alors, une attaque d'init service, son objectif, c'est de rendre inaccessible un serveur ou un site internet distant. Si je compare un petit peu à la vie de tous les jours, on pourrait imaginer un pizzaiolo qui travaille sur commande et un concurrent qui ne travaille pas, mais ça serait d'appeler le pizzaiolo qui va décrocher son téléphone. Il va voir que personne ne répond, il va raccrocher. Et ensuite, on enchaîne les appels, on enchaîne. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas commander de pizza vu que la ligne téléphonique n'est pas disponible. Alors, bon, il va se faire avoir une fois. Donc, il va prendre 3 lignes téléphoniques. Ce qui peut se passer, et à ce moment-là, on parle de DDoS, donc de déni de service distribué, c'est qu'au lieu d'avoir une seule personne qui appelle, ce serait 3 personnes qui appellent simultanément les 3 lignes. Et donc, même s'il a 3 lignes, il ne saurait quand même pas recevoir de commande. Donc DDoS, si j'ai bien compris, ce sont plusieurs hackers en même temps? Pas spécialement. Alors au fait, dans un premier temps, un hacker va essayer d'installer des malwares sur des machines distantes. Alors quand je parle de machines distantes, ça peut très bien être votre PC que vous utilisez tous les jours qui peut être infecté sans que vous le sachiez. Et ensuite, il va utiliser un serveur qui s'appelle Command and Conquer. Et donc quand il va lancer une attaque, il va demander à toutes les machines où ce malware est installé, on va appeler ces machines des zombies, de lancer des requêtes vers un serveur distant de manière simultanée, ce qui fait que le serveur distant va recevoir tellement de requêtes qu'il va devenir inaccessible pour les requêtes légitimes. Alors, est-ce qu'on entend de plus en plus parler de ce type d'attaque aujourd'hui? Malheureusement, oui, on en entend beaucoup parler. En plus, au niveau des tailles de données, c'est complètement différent. À savoir qu'en 2004, on parlait des attaques de 8 gigabytes par seconde. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines de gigabytes par seconde. Et le problème, c'est que ce sont des attaques qui sont faciles à faire. Et en plus, c'est très difficile de remonter à la source de l'attaque. Donc, c'est facile d'être anonyme pour ce genre d'attaque. Alors, il existe évidemment différents types d'attaques. Justement, quels sont les différents types? Alors, si je prends le modèle OSI au niveau réseau, les attaques se situent principalement sur les couches 4 et la couche 7. Et une bien connue, c'est les attaques de type HTTP, donc on utilise le protocole HTTP. C'est par exemple envoyer plein de requêtes vers un site web. Et si l'attaquant est un petit peu malin, il va effectuer une requête qui prend du temps. Si je prends l'exemple de s'authentifier, on passe le nom d'utilisateur, le mot de passe, ça arrive côté serveur. Il doit les vérifier en base de données, par exemple, si ça correspond au login de mot de passe. Et c'est donc une requête qui peut prendre du temps. Et évidemment, il ne va pas lancer une seule requête d'authentification, mais il va essayer d'en envoyer des milliers, voire des millions simultanément, ce qui fait que le site web va devenir inaccessible. Alors, à part HTTP, est-ce qu'il existe d'autres types d'attaques? Alors oui, bien sûr. Et là, on passe sur la couche 4 du modèle OSI. Et il y a les connexions TCP. Alors une connexion TCP, ça demande un handshaking. Qu'est-ce que c'est? Le client va envoyer un paquet de type synchronisation. Le serveur va répondre avec un paquet de type synchronisation et acknowledgement. Et de ce côté, il va créer une donnée de type TCB pour dire j'ai une demande de connexion en cours. Ensuite, le client va répondre avec un acknowledgement et la connexion est établie. Et le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le paquet de synchronisation, mais il ne va jamais envoyer le paquet d'acknowledgement. Et donc, dans ce cas, on va avoir des données de TCB qui vont se cumuler sur le serveur. Et on va arriver à un stade où on ne va plus pouvoir créer de connexion parce qu'en fait, le paquet de données TCB est rempli. Alors, on entend beaucoup parler souvent de TCP et UDP. Est-ce qu'on peut aussi avoir des attaques sur le protocole UDP, justement? Malheureusement, oui, on peut très bien on peut flouder des ports un petit peu aléatoires sur le serveur distant. Et malheureusement, contrairement au TCP, il n'y a pas besoin de ce handshaking et donc on peut très bien être anonyme. On parle aussi de flood via la requête ping. Et malheureusement, il y a aussi des méthodes qui consistent à amplifier, notamment via les zombies, les attaques de type DDoS. Et il y a un dernier type d'attaque qui est pas vraiment une attaque, mais
du DDoS qui n'est pas intentionnel. Donc, au fait, quand YouTube est sorti, on a fait une annonce via la radio pour signaler que le service YouTube était disponible. Et il y a une petite firme qui produit des tubes en Amérique qui s'appelle YouTube. Et donc en anglais, ça fait YouTube. Et ce qui fait que beaucoup de gens ont voulu aller sur le site YouTube pour voir des vidéos, mais ont tapé UTUBE. Ouais. Et le site a été saturé, quoi. Et le site a été saturé, c'est ça. Exactement. Alors, on va parler des solutions, parce que là, ça devient effectivement un peu complexe pour ceux qui ne seraient pas développeurs. Est-ce qu'il existe justement des technologies qui permettent de se protéger de ces attaques concrètement? Oui, alors il y en a plusieurs. La première qui est assez simple à mettre en place, c'est de se dire, OK, je vais avoir la capacité d'absorber une attaque DDoS. Donc si par exemple mon réseau utilise plus ou moins 20 GB par seconde et que j'ai la capacité d'un réseau de 100 GB par seconde, je sais absorber une attaque DDoS qui fait 80 GB par seconde. Maintenant, si c'est au-delà, je ne sais pas l'absorber. Et le problème, c'est que c'est assez onéreux vu qu'on va avoir une capacité réseau supérieure à ce qu'on a besoin et donc on va payer plus cher. Ok, est-ce qu'il existe d'autres solutions? Alors, une autre solution, c'est de se dire, OK, j'ai des requêtes qui arrivent, je vais essayer de voir si elles sont légitimes ou pas. Si je prends l'exemple de login mot de passe, OK, le gars il peut se tromper une fois de mot de passe, 2 fois. Au bout de 3 fois, ça devient déjà suspect. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait rajouter un challenge de type CAPTCHA, donc devoir taper du texte qu'on voit sur une image. Ouais, c'est ça. Et dans ce cas-là, on peut dire, OK, c'est pas légitime, mais on va proposer un challenge pour pouvoir faire passer la requête. Ok. Alors, au niveau du matériel, le matériel justement propre, est-ce qu'il existe là des solutions? Oui, aussi. Donc, il y a une société qui est assez connue qui s'appelle Coreco, qui consiste à placer un matériel en entrée de notre réseau et qui, elle, est capable de connaître si les requêtes sont légitimes ou non et qui va justement renvoyer sur le côté, si je puis dire ainsi, les requêtes non légitimes et donc seules les requêtes légitimes vont passer. Alors là, je parle de matériel, mais il existe aussi des solutions software dans le cloud, notamment Cloudflare, qui permettent de s'assurer que notre site web n'est pas attaqué par des requêtes non légitimes. Ouais, c'est justement quoi Cloudflare? Alors Cloudflare, qu'est-ce qu'il va faire? Quand quelqu'un tente d'accéder à notre site web, il va répondre de 4 manières différentes. La première, une requête légitime, il va autoriser l'accès. La deuxième, il n'est pas très sûr, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer un CAPTCHA. Donc on va devoir taper du texte pour vérifier effectivement qu'on n'est pas un robot. Une deuxième solution pour vérifier les requêtes légitimes, c'est on va arriver sur une page intermédiaire entre Cloudflare et notre site web. Cette page va exécuter une série de scripts sur un navigateur et comme ça il va dire ok, c'est bien un navigateur, je peux faire passer la requête. Et la dernière réponse, il sait que ce n'est pas légitime, donc il va refuser l'accès au site web. D'accord. Toute dernière question, est-ce que justement aujourd'hui vous pensez que les sociétés sont assez protégées? Ici on a parlé justement de ces attaques, mais en général est-ce que les sociétés aujourd'hui, les sites internet des sociétés sont assez protégés? Alors je l'espère, parce qu'en fait malheureusement des attaques DDoS on en a de plus en plus. Il existe d'ailleurs un site web, je n'ai pas le nom ici, mais où on peut voir en fait des attaques DDoS en temps réel, et on peut voir que c'est assez conséquent et que c'est partout dans le monde. Donc si les sociétés ne sont pas protégées, il faut vraiment penser à le faire. Ok, merci beaucoup Damien Van de Kerkhove pour tous ces renseignements. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous pouvez retrouver toutes ces séquences IT-Box sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. Et puis sur YouTube, nous sommes présents sur notre page Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.